Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Depuis sa libération par les forces françaises début 2013 des griffes des djihadistes, Tombouctou, la cité aux 333 saints, lutte toujours contre l'insécurité et le terrorisme. Malgré la présence de 3000 casques bleus sur place et de l'armée malienne, les services de l'État y sont encore rares et les groupes armés prolifèrent. Notre correspondant François Riouet est retourné dans cette cité chargée d'histoire, centre intellectuel de l'islam qui peine à se relever de son invasion par les fous de Dieu. Elle tient les portes du Sahara. Tombouctou, la cité mystérieuse, une étape incontournable des caravaniers depuis plus de 700 ans. Un joyau d'architecture, à mi-chemin entre les rives fertiles de la boucle du Niger et les dunes arides de la Grande Mer Jaune. C'était hier une destination prisée par les touristes du monde entier. Aujourd'hui, Tombouctou panse ses plaies, victime d'une guerre dont elle ne se relève pas. La ville est officiellement libre depuis le 28 janvier 2013, mais les stigmates de l'occupation djihadiste tardent à disparaître. 10 mois de répression, d'enfermement, de pillage et de viol ont laissé des plaies profondes, rarement visibles. Les anciens occupants de la ville, Zénab en entend parler tous les jours. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? Ça va, merci, chez toi? Et la famille? Oui, ça va, merci. Et c'est le début de la semaine. Oui, ça va, je pense que... Cette jeune activiste des droits de l'homme suit les victimes de la guerre. On sait que c'est un fléau qui est là. À Tombouctou, plus qu'ailleurs, les femmes ont été les premières cibles des rebelles. Nous faisons l'assistance aux victimes de violations des droits humains et en même temps nous assistons les survivantes de violences basées sur le genre. Nous apportons une protection aux gens qui sont dans le besoin et qui le réclament. Selon les ONG spécialisées, des dizaines de civils ont été victimes d'exactions, mais peu sont sortis de l'ombre. Aujourd'hui, Zénab passe voir l'une d'entre elles à son domicile. Bonjour. La base. Ça va. Tout va bien. Mariam a accepté de raconter une nouvelle fois son histoire, celle d'une adolescence brisée. Sous un nom d'emprunt, elle témoigne à visage couvert parce que, dit-elle, ses bourreaux sont toujours en liberté. En 2012, Mariam avait 13 ans quand des hommes en armes sont venus chez elle. Ils étaient 10. Ils venaient rôder devant chez moi la nuit. Ils étaient là tous les jours. Je suis allée me cacher dans une autre maison, mais ils m'ont retrouvée et ont dit qu'ils allaient me marier de force s'il le fallait. Mes parents ont refusé, mais ils m'ont quand même emmenée de force dans la brousse et ils m'ont mariée. Mais cela n'était même pas un mariage. Je me suis retrouvée avec d'autres femmes, mais elles, ils ne les touchaient pas. Moi, j'étais comme leur ânesse. Ils me violaient, ils me prenaient de force, jusqu'au moment où je suis tombée enceinte. Alors ils m'ont abandonnée dans la forêt. Et maintenant j'ai peur qu'ils reviennent pour m'égorger et me jeter dans un puits. Aujourd'hui, Mariam travaille comme femme de ménage pour 7,50 € par mois. Pas assez pour nourrir sa fille de 3 ans, née des viols à répétition que les djihadistes lui ont fait subir. Elle préfère avoir une prise en charge médicale. Pour l'assistance juridique, elle se dit toujours que je ne peux pas le faire parce que je serai toujours exposée, je serai stigmatisée. Souvent, on amène des dossiers au niveau de la justice, mais ça reste en stand-by. Il n'y a pas de traitement. Souvent, tu arrêtes un violeur même après la crise. Une semaine après, ce violeur-là est dans la rue. Et il part commettre d'autres crimes encore. On le reprend encore, c'est pour le relâcher après. Le sentiment d'impunité,
la libération de criminels de guerre présumés dans le cadre d'un échange d'otages ou de l'accord de paix entre gouvernements et groupes armés. Ici, les victimes de la crise peinent à comprendre les choix de l'État, encore plus à sentir sa présence. Yahya Tandina a vécu au plus près l'occupation de la ville et des bureaux où il travaille pour l'ORTM, la radio nationale. Voilà, donc c'est tout ce qui reste de l'ORTM. Les stigmates sont toujours visibles. Ça a été brûlé, entièrement brûlé. C'est le triste décor aujourd'hui qu'offre Tombouctou. 3 ans après, c'est le même décor. Ça n'a pas changé. Donc c'est regrettable pour une grande structure comme l'ORTM, qui reste aujourd'hui l'œil de Tombouctou et aussi la voix de Tombouctou. Si la plupart des journalistes ont fui l'arrivée du sanguinaire Émir Abou Zeid, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique au Mali, Yahya a choisi de rester, micro et caméra au point. Les radios de la ville se souviennent de l'interdiction de la musique et des messages de propagande diffusés en boucle. Comment ça va? Yahya, comment vas-tu? Ça tient? Ça va très bien? Ouais. Bienvenue. Et à la radio, ça se passe bien? Au cœur du marché, depuis la maison des artisans, le directeur de la radio Al-Farouk a retrouvé le poste qu'il a dû abandonner un jour d'avril 2012 pour fuir vers la capitale. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Radio Al-Farouk 98 FM. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de partager ces programmes. Surtout, merci de faire confiance dans tout ce que nous faisons et au quotidien. Moi, je dis personnellement que ce que Yahya a enduré ici, je n'aurais pas pu le faire. Et si je suis parti, c'est peut-être parce que je n'avais ni sa force, sincèrement, ni sa croyance dans le fait que ça allait changer. Si les deux hommes ont été heureux de renouer avec le quotidien au travail, un goût d'amertume persiste. Les djihadistes et les groupes armés contrôlent toujours les alentours de Tombouctou. Ils se sentent prisonniers de leur propre maison. Avant l'occupation, je pouvais traiter de tous les sujets, et pas seulement à Tombouctou-ville. Là, je pouvais sortir à 100 km, à 200 km de Tombouctou. Je vais traiter sur l'élevage, par exemple. S'il s'agit de faire un sujet sur l'élevage, tu es obligé de regagner les éleveurs qui sont un peu dans le nord. Il y a des sujets, mais on ne peut pas les traiter. Sinon, ta vie est en danger. Yahya, Mahaman et les autres dénoncent l'insécurité qui a pris racine aux portes de la ville et ailleurs dans la région. Les attaques criminelles et les attentats se multiplient sur des routes vitales pour l'économie locale. Casque bleu, unité de l'armée française et des forces de défense maliennes quadrillent en permanence ce bout de carte postale désormais déchiré par les attentats et la criminalité. Il a explosé ici au niveau de l'entrée principale. L'entrée principale était ici. Donc il y avait ici les escos tout le long du camp MINUSMA. Ça c'est le bâtiment où il y avait donc les bureaux. Et quand vous voyez donc l'importance de l'attaque, avant c'était donc un bâtiment tout neuf. Et donc, vu l'importance de l'explosion, vous voyez maintenant les dégâts, quoi. Un véhicule kamikaze et plusieurs hommes à pied armés de Kalachnikov. Ce mode d'action, Chérif Sami et ses hommes le connaissent bien. Plus de 70 casques bleus sont morts depuis leur arrivée au Mali en juillet 2013. Ok. Allez, merci, bah. Ok. On y va? Ok. Mouvement vers flamme de la paix. Terminé. Pour ce colonel de la garde nationale tunisienne au service de la MINUSMA, la menace djihadiste est diffuse, mais elle est aussi permanente. On essaie d'assurer des patrouilles donc, tout le long de la journée et la nuit. On fait le tour dans toute la ville de Tombouctou pour sécuriser la ville, toute la zone et surtout pour rendre cette confiance qui est disparue depuis 2012. On sent maintenant le retour important des gens donc, et des familles qui habitaient ici donc, avant la guerre en 2012. Plus de 10 patrouilles par jour, en partie aux côtés des policiers et gardes nationaux maliens. Objectif, récolte d'informations sur la situation sécuritaire, sensibiliser aussi sur le rôle des casques bleus au Mali. Donc c'est vous le chef là? Ouais. Comment vous appelez encore? Achou Arbi. Hein? Achou. Achou Arbi. Ouais. Donc vous comprenez bien le français? Non. Qui comprend le français ici?
Bon, il faut lui dire d'abord que nous le saluons, surtout que... Oui. Mais la confiance envers les autorités reste faible et la collaboration timide. Les forces de l'ordre, souvent venues du sud du pays, manquent de moyens. Les attaques à main armée, à l'aide de mines ou d'engins explosifs improvisés se sont multipliées. Sur les dents, les militaires sont régulièrement accusés de bavures et de mauvais traitements, accusations que le commandement régional des opérations refuse de commenter. Désormais, plus un événement sans protection policière, des mesures drastiques, à la hauteur de la menace, car les fous de Dieu n'ont pas dit leur dernier mot. L'islam qui est pratiqué à Tombouctou est l'islam authentique, que nous pensons être l'islam modéré, l'islam pacifiste, l'islam du rassemblement, l'islam de l'acceptation de l'autre, l'islam de la solidarité. Pour ce membre du Haut Conseil islamique, les djihadistes ne sont jamais vraiment partis. Certains se sont recyclés au sein des groupes armés signataires de l'accord de paix. Pendant le temps qu'ils sont restés ici, ils ont eu des adeptes qui sont restés là. Mais quand ils ont constaté que leur vie était menacée ou que leur avenir était menacé, ils n'ont pas hésité à retourner la veste pour dire que nous ne sommes pas islamistes, nous sommes MNLA ou nous sommes MAA ou nous sommes FCI. Donc ceux qui se sont montrés islamistes à visage découvert, ceux qui ont appartenu à la police islamique, ceux qui ont appartenu à la brigade des mœurs, ceux qui ont appartenu à la justice islamiste. Mais ceux-ci, qu'ils disent qu'ils sont islamistes ou qu'ils ne le disent pas, la preuve nous a montré qu'ils ont été islamistes et ils ont sévi. Policiers et gendarmes l'admettent. Impossible de savoir qui est qui à Tombouctou. Les cellules dormantes d'Al-Qaïda agissent comme une mafia prête à éliminer ceux qui se dressent sur son chemin. Malgré les menaces d'assassinat ciblés, Diadie Maïga a voulu témoigner à visage découvert. Il ne se passe pas une semaine où des attaques ne se font pas là. Il ne se passe pas une dizaine de jours où des enlèvements ne se font pas là. Il ne se passe pas un mois sans que des assassinats se fassent là. C'est la raison pour laquelle les chefs religieux ne veulent pas témoigner, et à raison. Parce que vous qui voulez qu'ils témoignent aujourd'hui, vous voulez avoir un certain nombre d'informations, mais est-ce que vous allez assurer leur sécurité? Nous n'avons pas peur de mourir parce que ce soit aujourd'hui ou demain, on sait qu'on mourra un jour. À leur manière, les djihadistes occupent toujours la ville. Ils occupent en tout cas les esprits de ses habitants. Rare signe d'un retour à la normale dans la cité des 333 saints. Les mausolées vandalisés par les hommes d'Aqmi sont à nouveau debout. Des siècles de culte et de mémoire que l'équipe d'Alassane Sey a pu faire renaître. Tu mouilles le mur et puis tu fais ta main comme ça pour que les doigts soient écartés. Ça serait un dessin. S'il y a la pluie qui vient, les trous là rejettent l'eau. Ça peut faire une pluie, deux pluies, après le troisième pluie, que ça devient comme ça. Alassane était là, le 30 juin 2012, quand les sanctuaires déclarés patrimoine en péril de l'UNESCO ont été détruits à coups de masse par les occupants. Il y a des djihadistes qui se disent musulmans, qui sont venus. Ils ont tout fait, pas dans ces cimetières seulement. Dans 10 ou 13 cimetières, c'est cassé, ça nous a touchés. Mais nous, les descendants des maçons, qui a repris ces mausolées-là, c'est quelque chose pour nous. Ça a Tombouctou. Et apprendre aux descendants comment il faut faire. Dans les mausolées, dans les mosquées et même dans les maisons. Avec le banco et l'alor. De ne pas perdre la tradition.
Tous les vendredis, les pèlerins peuvent à nouveau se rendre auprès des tombes de leurs saints. L'occasion peut-être de rêver au retour de la paix que la ville a connue pendant des siècles. Mais d'abord, la perle du désert doit vaincre ses démons. L'État est attendu sur le développement, la sécurité, la justice et la réconciliation, seul rempart à l'obscurantisme qui menace toujours Tombouctou. Un long chemin de patience et de persévérance qu'il reste à parcourir. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Le Tadjikistan, cette république pauvre nichée au cœur de l'Asie centrale, est devenue un terreau de recrutement privilégié de l'organisation État islamique. Selon des chiffres officiels, plusieurs centaines de jeunes Tadjiks ont déjà rejoint les rangs des djihadistes en Irak et en Syrie. Les autorités ont déclaré la guerre à l'islam radical. Les hommes sont fortement invités à raser leur barbe, tandis que le voile intégral n'est plus vendu sur les marchés. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Lucie Guyot et Tariq Abiad. Au cœur de l'Asie centrale, le Tadjikistan dévoile ses hauts sommets. Majesté des paysages, mais dénuement de la population. Cette ancienne république soviétique, à 90% musulmane, est la plus pauvre de la région. Un terreau idéal pour l'organisation de l'État islamique. Nous sommes à Kouliab, dans le sud du pays, le premier foyer de recrutement tadjik. 70 jeunes sont partis d'ici. Pour Khossiat, ces chiffres ont un visage, celui de son fils, le premier tadjik mort en Syrie en avril 2014. Sa mère le croyait en Russie. En fait, il combattait dans la province d'Alep. Au pied de son immeuble, une salle de prière comme on en trouve des milliers à travers le pays. Mon enfant venait ici tous les jours. Il faisait sa prière 5 fois par jour. Un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. J'ai demandé qui c'était, mais on m'a juste dit « Bravo, ton fils est mort. Ton fils est un martyr. » Bakhtior avait 22 ans. Dans son petit 2 pièces, sans eau courante, Khossiat conserve ce maigre trésor. Comment vivre après ça? Ce sont ses vêtements. Ça fait 1 an et 8 mois. C'est tout ce qui me reste. Il sent encore son odeur. Selon les autorités, 4 à 500 Tadjiks ont rejoint la Syrie et l'Irak. Rapporté à la population du pays, c'est 3 fois plus que le nombre de djihadistes français. Au sommet de l'État, une défection fait scandale. Sur cette vidéo de propagande, Gulmurod Khalimov, l'ancien commandant des forces spéciales de police. Allah vous commande, frère Tadjik. Où que vous soyez, le djihad est une obligation pour vous maintenant. Venez construire le califat et l'État islamique. Un homme de main du régime qui appelle au djihad, c'est un camouflet pour le président Emolali Rahmon, qui règne sans partage depuis 1992. Ses portraits sont partout, sur les bâtiments officiels et sur le bord des routes. Depuis cette vidéo, le dirigeant tadjik a déclaré la guerre au djihadisme. Persuadé que la barbe fait le terroriste, les autorités traquent les signes ostentatoires de la pratique de l'islam. Quitte à persécuter l'ensemble de la population, pas seulement les extrémistes. Des raids policiers auraient lieu sur des marchés. Nous nous rendons au bazar Korvon, le plus grand de la capitale, Douchambé. Premier signe de ce harcèlement, impossible de mettre la main sur un voile noir. Comme le veut le président, seuls les foulards de couleur sont tolérés. Quel type de voile vous cherchez? Avec des motifs, des paillettes? Cela peut sembler anecdotique, mais au Tadjikistan, parler des tenues islamiques est devenu tabou.
Quelques mètres plus loin, la sécurité du marché nous tombe dessus. C'est interdit. Comment ça? Quel document nous l'interdit? Tous les documents. Il y a des journalistes qui filment. Qu'est-ce que j'en fais? Tu leur dis que c'est interdit. Nous passons en caméra cachée. Tous les vendeurs admettent qu'ils ont dû faire le ménage. Le hijab et tous les voiles noirs qui couvrent le menton, c'est interdit. Ils nous disent que c'est trop couvrant, qu'il ne faut pas voiler son visage. C'est pour ça qu'ils l'interdisent. Des policiers sont venus et des hommes des services secrets. Au nom de la lutte contre l'extrémisme, les forces de sécurité ont carte blanche pour imposer leur conception d'un islam modéré. Être barbu, c'est un problème? Oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire? Il faut se raser. La cible, les hommes de moins de 40 ans, comme dans cette vidéo amateur, elle aussi tournée sur un marché. Je vais te raser de force. Rase-toi et je vérifierai après. Quoi? T'as quelque chose à dire? Non, rien. Alors tais-toi et fais ce que je te dis. Allez, on va te raser. L'homme est embarqué, Manu Militari. Au cours de ce reportage, nous avons rencontré des dizaines de jeunes Tadjiks, rasés de force et terrifiés à l'idée de témoigner. Un seul a accepté, nous l'appellerons Dilshod. Portiez la barbe plus longue avant? Oui, presque jusqu'ici. Mais là, j'évite. Je voudrais pas que ça recommence. J'essaie vraiment de ne pas attirer l'attention. Ce père de famille pratiquant, ni djihadiste ni salafiste, décrit des rasages à la chaîne. Il y avait beaucoup de monde avec vous? Vu la quantité de poils sur le sol du commissariat, oui, beaucoup. Les policiers ont des ordres. Ils doivent rendre des comptes sur le nombre d'hommes rasés par jour. Dilshod se dit pacifiste. Mais combien de jeunes vont-ils se radicaliser après de tels amalgames entre islam et terrorisme? C'est notre religion, notre façon de vivre. Ça n'a aucun rapport avec le terrorisme. Moralement, c'est atroce en fait. Comment dire? Ils m'ont humilié. Seuls 3 Tadjiks ont osé porter plainte pour ce type d'agression. Le gouvernement rejette la faute sur des policiers trop zélés. Du zèle à la bavure, il n'y a qu'un pas. Nous nous rendons à Vardat, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, pour recueillir un témoignage rare et courageux. Mahmoud Saïd et son fils Abdoulo sont en deuil. Cette année, le petit dernier, Oumar, n'a pas fait sa rentrée à la fac. Juste ici, il était là. C'est là qu'ils l'ont embarqué. Ils l'ont arrêté à cause de sa barbe. Parce qu'il portait la barbe. C'était fin août. Mahmoud Saïd se précipite à l'hôpital. Son fils, destiné à une carrière de juriste, est dans le coma. Il meurt quelques jours plus tard. Il avait le nez cassé, la mâchoire fracturée, son crâne était fracassé. Quand il était à terre, les policiers l'ont battu à coups de pied. Ils l'ont frappé au visage. Comment c'est possible? C'est des sauvages. La police locale affirme que le jeune homme, ivre, a tenté d'agresser les policiers avant de tomber, tout seul. Il n'avait que 23 ans. Et on nous dit qu'il s'est fait ça lui-même. On ne peut pas y croire. Il ne mentionne même pas que sa barbe a été arrachée par endroits. Il n'y a aucun résultat. Les policiers en cause continuent leur vie. Ils ne sont pas inquiétés. Ils n'ont même pas été suspendus.
Selon la famille, le médecin légiste a falsifié l'autopsie. L'enquête est au point mort. Au Tadjikistan règne l'impunité. Le ministère de l'Intérieur que nous avons contacté a refusé de nous répondre. Et les autorités religieuses, nommées par le pouvoir, ferment les yeux sur ces dérives. Nous nous rendons à la prière du vendredi, à la grande mosquée de Douchambé. Ici, le prêche dénonce la menace terroriste. Mais pas question pour les fidèles de parler des brimades dont ils font l'objet. Vous êtes libre ou bien vous ressentez des tensions? Je sais pas. Je peux pas vous répondre. Avec la barbe, ça va? Moi, ça va. Et autour de vous? Les autres, je peux pas vous dire. Mais si, racontez-nous, ne vous inquiétez pas. Non, non. Le grand moufti a accepté de nous rencontrer. Comme tous les imams tadjiks, c'est un fonctionnaire qui obéit au gouvernement. Nos questions sur le harcèlement des musulmans, il les esquive. Ne pas porter la barbe ni le hijab, pour vous, ce sont des mesures efficaces contre la radicalisation? Malheureusement, il y a des jeunes qui laissent pousser leur barbe n'importe comment. Ils font pousser leurs cheveux et ils le font soi-disant au nom de la religion. Mais la religion ne soutient pas du tout ça. Cette passivité laisse un blanc-seing au régime. En septembre dernier, le président a interdit le principal parti d'opposition, un parti islamique modéré subitement accusé de terrorisme. La police a arrêté 200 membres de ce parti, la plupart incarcérés dans cette maison d'arrêt. Et gare à ceux qui tentent de les défendre. À la tombée de la nuit, nous avons rendez-vous avec la famille d'un des avocats des leaders du parti. Lui aussi a été emprisonné, officiellement, pour escroquerie. Plus personne ne voulait défendre les membres de ce parti emprisonnés, et c'est lui qui s'en est chargé. Il a même accepté de travailler gratuitement. Il n'avait pas peur de dénoncer les injustices, c'est pour ça qu'il dérangeait et qu'ils l'ont mis en prison. Rosiat, la sœur, sort passer un coup de fil. Elle tente désespérément de trouver quelqu'un pour défendre son frère. Mon frère a créé une association d'avocats. Ils sont 300. On les a contactés pour savoir qui voulait bien le défendre. Et ils ont tous refusé. Il y en a même qui sont partis en courant en nous voyant. Lâché par ses confrères, l'avocat est à la merci de ses geôliers. Un climat qui rappelle à cette famille les pires heures de l'URSS. Notre gouvernement étouffe la démocratie. Ils veulent un système de parti unique. Ils veulent que le président Rahmon contrôle l'ensemble du peuple. C'est dangereux. Humiliation quotidienne, répression à huis clos. Sous couvert de lutte antiterroriste, le président tadjik assied son pouvoir, au risque de faire le lit de l'ennemi qu'il affirme combattre. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Petit village de la Côte d'Azur, Vallauris est la capitale de la poterie et de la céramique d'art en France. La tradition potière de Vallauris remonte à l'Antiquité. À l'époque, ses habitants fabriquaient de la poterie culinaire grâce aux gisements d'argile de la région. Au XIXe siècle, la céramique d'art se développe, mais ce n'est vraiment qu'en 1950 que Vallauris connaît son âge d'or avec la venue de nombreux artistes, dont Pablo Picasso. Reportage.
Sur la côte d'Azur, bordant la mer Méditerranée, la petite ville de Vallauris s'est imposée depuis 70 ans comme la capitale de la poterie et de la céramique d'art en France. De nombreux artistes se sont approchés de Vallauris. Il y a d'abord le savoir-faire et c'est une source d'inspiration, ça c'est sûr. Hein. La céramique revêt un caractère particulier pour Picasso. C'est un travail humble, celui de la terre, et c'est quelque chose d'important pour lui. Claude Aiello est l'un des plus anciens artisans de la ville. Fils de potier, cet Italien s'est installé à Vallauris à l'âge de 13 ans pour y apprendre à façonner l'argile. Ça, c'est le tournage. C'est assez long à apprendre quand même. Hein? Parce qu'il faut être manuel, mais il faut avoir une adresse, un réel coup de main, oui, voilà. C'est là qu'on peut s'exprimer le mieux dans la création, quoi. Voilà. Mais le geste lui-même, c'est un geste millénaire. À part que nous avons les tours électriques, avant c'était des tours à pied, mais sinon les gestes, ça n'a pas changé du tout, quoi. Après avoir séché durant plusieurs jours, les pièces sont cuites à l'intérieur de ce four à bois. Une étape extrêmement délicate. Ça va cuire à 1040 degrés pendant 10 heures au moins. On peut avoir la mauvaise surprise, ça c'est sûr que... Les poteries sont ensuite enduites d'émail et cuites à nouveau. Certaines créations plus contemporaines nécessitent plusieurs semaines de travail. C'est long à faire. Hein. En tout, avec l'émaillage, tout, une quinzaine de jours. Hein. Ah oui, oui. La tradition potière de Vallauris remonte à l'Antiquité. À l'époque gallo-romaine, ses habitants fabriquaient déjà des ustensiles de cuisine. Il y avait à Vallauris tous les éléments qui permettaient de fabriquer la céramique, c'est-à-dire des gisements d'argile, de l'eau en abondance et puis des forêts pour la cuisson au four à bois. Et à l'origine, donc, c'était une céramique utilitaire qui servait aux familles pour cuisiner tout simplement. Donc vous avez des poêlons, vous avez ce qu'on appelle des pignates, c'est-à-dire des sortes de marmites, et elles étaient partiellement émaillées. C'est ce qui permettait de rendre étanches en fait ces céramiques pour la cuisson des aliments. À la fin du 19e siècle, une dynastie de potiers marque l'histoire de Vallauris. La famille Massier s'éloigne de la poterie traditionnelle et invente la céramique d'art. Ils vont créer des formes décoratives, décorées avec ce fameux lustre métallique, qui est un processus chimique qui se révèle à la cuisson. Il peut y avoir de l'or ou de l'argent ou du cuivre. Les Massier ont vraiment été des fournisseurs de beaucoup de cours royales européennes qui fréquentaient la Côte d'Azur, notamment grâce à l'arrivée du chemin de fer à la fin du 19e siècle en Méditerranée. Toutes ces familles avaient des propriétés et il fallait les décorer avec des vases, des garnitures de cheminée, décorer les jardins d'hiver. Mais son véritable âge d'or, c'est en 1950 que Vallauris va le connaître. Après la Deuxième Guerre mondiale, la ville devient le refuge de nombreux artistes. Madoura est le lieu d'une rencontre magnifique, celle de Pablo Picasso et de Suzanne Ramier, qui s'installe dans cet atelier qui donc prend le nom de Madoura en 1938. Et lui arrive un peu plus tard, en 1946. Ça va être le début d'une aventure assez extraordinaire, puisque Picasso y réalisera à peu près entre 3000 et 4000 pièces uniques. Pour Picasso, la céramique représente un nouveau terrain d'expérimentation. Le travail de la terre l'inspire. Cette pièce est l'une des plus importantes de l'édition, avec beaucoup d'autres. Hein. Celle-ci, c'est le gros oiseau tête de faune sur fond noir. Il s'agit d'une pièce d'édition, donc, puisque Picasso a souhaité diffuser son œuvre auprès d'un public plus large. Et donc, certaines de ces pièces uniques ont été répliquées à l'identique par l'atelier. Cette pièce a été faite à 25 exemplaires et on reconnaît un de ses sujets de prédilection, puisque l'on a une tête de faune sur le devant de la pièce.
Vallauris devient alors la résidence favorite de l'artiste. Il y restera 7 ans. Picasso était méditerranéen, donc il retrouve évidemment à Vallauris une lumière qu'il connaît bien. Il retrouve une population ouvrière et se retrouver, lui, déjà considéré comme un génie parmi cette population avec une vie quotidienne simple qui lui permet un peu de se déconnecter de la vie parisienne. C'est pour lui, je crois, un grand bonheur. Et la ville va vivre au rythme picassien et la vie même de ses habitants va s'en trouver bouleversée. Les chiffres donnent le tournis, avec 1 milliard de téléphones mobiles en circulation, dont 220 millions de smartphones. L'Inde constitue désormais le 2e marché mondial dans ce secteur, après la Chine. Un développement qui fait naître un défi majeur, celui du recyclage. 93 millions de tonnes de déchets digitaux sont jetés chaque année en Inde. Pourtant, depuis 2012, une loi oblige les producteurs de ces équipements à organiser leur collecte. Mais elle est loin d'être appliquée. Plus de 90% des produits électroniques sont recyclés illégalement dans les bidonvilles des grandes villes. Une situation qui génère d'importants problèmes sanitaires et environnementaux. Reportage signé Yanis Granier, Claire-Marie Germain et Constantin Simon. Silampur, à l'est de Delhi. C'est le quartier du recyclage. Ordinateurs, imprimantes, téléphones. Chaque jour, ils arrivent par tonnes de tous les coins du pays pour être triés, démontés et revendus en pièces détachées. Une pratique illégale qui fait vivre une centaine de boutiques comme celle de Gulfam. Le jeune homme a débuté il y a 12 ans. Si on peut remplacer les pièces, alors on le fait. On répare les appareils et on les revend pour leur donner une seconde vie. À Silampur, rien ne se perd. Tout se répare ou se transforme. Plastique, fer, aluminium, cuivre, tous les composants des matériaux électroniques ont une valeur. Mais le métal le plus recherché, c'est l'or, que l'on trouve dans les puces de cartes de circuits imprimés. Pour l'extraire, les cartes sont plongées dans des bains d'acide. C'est une pratique dangereuse et les ouvriers n'ont aucun équipement de protection. Ce qui n'est pas réutilisable est brûlé à même le sol. Les vapeurs toxiques dégagées polluent l'environnement et dégradent la santé des travailleurs, notamment les enfants qui fouillent la décharge. Aryan et Shabab ont 11 et 13 ans. Cela fait 6 ans qu'ils travaillent ici. Tout ça, c'est des déchets. Il y a du cuivre, donc pour moi c'est utile. Chaque année, l'Inde traite plus d'1 million de tonnes de déchets électroniques, le résultat d'un marché en pleine expansion. Aujourd'hui, le pays est le 2e plus grand marché de smartphones après la Chine. Nehru Place, au sud de Delhi, est le cœur électronique de la capitale. Les smartphones s'y vendent pour presque rien. Une bonne batterie, une bonne qualité photo. Et c'est combien ? 30 €. C'est très bon marché. Oui. Les prix bas attirent de plus en plus de consommateurs. Ceux qui n'avaient pas les moyens de s'équiper le font. Les autres accumulent les téléphones qu'ils jetteront dès le nouveau modèle. Pour éviter les dérives du gaspillage, certaines ONG collectent du matériel électronique et le transmettent à des agences de recyclage officielles. Chintan est l'une d'entre elles. Aujourd'hui, Vijay Bhatt et son équipe sont à l'université Zakir Hussain pour y récupérer de vieux ordinateurs. Il y a beaucoup de déchets en Inde, mais pas un bon système de recyclage. 95% des déchets vont dans le secteur illégal. Vous voyez tous ces ordinateurs? On a de plus en plus de déchets électroniques. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins d'ordinateurs qu'aujourd'hui. En plus, la technologie s'améliore et on doit se débarrasser des anciens appareils chaque année. Depuis cette année, une loi oblige les entreprises indiennes à recycler 70% de leurs déchets électroniques dans le secteur légal. 459 kilos.
Aujourd'hui, c'est une bonne collecte. On s'est donné comme objectif 1 tonne ce mois-ci. Et rien qu'aujourd'hui, on ramasse plus de 450 kilos. Ça ne cesse d'augmenter. Dans 3-4 ans, il y aura 2 fois plus de déchets. C'est dû à la consommation. Avant, une personne avait un portable. Aujourd'hui, chacun en a 2, 3. Donc évidemment, les déchets augmentent. Notre consommation augmente, les déchets augmentent. Pour l'instant, aucun système de contrôle ne garantit l'application de la loi et toujours plus de déchets continuent d'affluer dans la capitale indienne. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Aller à contre-courant des clichés sur les communautés autochtones du Canada, c'est la mission que se sont fixées 2 femmes en créant il y a 3 ans une série TV bien particulière. Soirée arrosée, histoire d'amour et galère professionnelle, Mohawk Girls est présenté au Canada comme le Sex and the City de la vie dans les réserves. Diffusée sur une chaîne autochtone, la série a pourtant réussi à conquérir le pays et sa 4e saison sera diffusée au mois d'octobre prochain. Le reportage de Pierre Millet. 4 femmes modernes et leur vie dans une réserve québécoise. Depuis 3 ans, Mohawk Girls raconte avec humour le quotidien des femmes autochtones. How are we supposed to rebuild the Mohawk Nation if all the guys around here are cousins? Dans ce studio montréalais, on boucle le montage de la dernière saison. Une scène en particulier qui tourne autour du personnage d'Anna. Elle a grandi à Manhattan, pas dans la réserve. Alors quand elle débarque dans la réserve, c'est un peu une outsider, elle est ostracisée. What's wrong with you people? You guys are like a colony of clones. Car la particularité de Mohawk Girls, c'est d'aborder les problématiques contemporaines des peuples autochtones, loin des clichés. C'était l'objectif de départ du duo, à l'origine de la série. Tracy is Mohawk, I am Jewish. Tracy est Mohawk et moi je suis juive. Alors tout ce que l'on met dans la série est très personnel. Ce sont des sujets que l'on connaît. Comme par exemple sortir avec quelqu'un qui n'est pas de ta communauté. Est-ce que tu suis ton cœur ou est-ce que tu participes à la mort de ton peuple? Les scènes de Mohawk Girls se déroulent dans la réserve de Ganawagé, à 40 minutes de Montréal. C'est ici que Tracy Deer a grandi. En tant que jeune femme Mohawk, je me sentais invisible dans ce pays. J'aime me dire que Mohawk Girls aide nos jeunes à se sentir plus valorisés. Maintenant, tu peux allumer la télé et te sentir représenté, et te reconnaître dans les problèmes des personnages, ou rigoler à leurs blagues. Hey Susie. Et au sein de cette communauté de 8000 personnes, le programme crée chaque année un peu plus d'engouement. À chaque saison, il y a de plus en plus de gens qui veulent participer à la série, qui veulent aider ou être figurants. Et comme on se connaît tous, ils viennent directement me voir, alors que je ne suis qu'une actrice. C'est vraiment top pour la série d'être aussi soutenue par sa communauté. Un succès qui dépasse les frontières de la réserve. L'an dernier, la série a été nominée à 3 reprises lors des prix canadiens de la télévision. La plus grande ONG au monde n'est pas occidentale, mais bangladaise. La Bangladesh Rural Advancement Committee, ou BRAC, c'est 120 000 employés actifs dans 12 pays d'Asie et d'Afrique. Après 40 années d'existence, la BRAC est désormais présente partout au Bangladesh. Un véritable État dans l'État, elle pallie les manquements de ce dernier sur les fronts de la santé, de l'éducation et du développement socio-économique. Programme de scolarisation, centre d'accouchement dans les bidonvilles, réseau bancaire spécialisé dans les microcrédits. Son poids financier et politique sont tels que la BRAC n'échappe pas aux critiques. Certains l'accusent d'être devenue une multinationale qui transforme les personnes qu'elle aide en clients. Reportage à Dhaka signé Surabhi Tandon et Roi Pinaki. On dirait le siège d'une multinationale, mais ce sont les bureaux de la plus grande ONG au monde. Basée à Dhaka, au Bangladesh,
L'ONG BRAC emploie plus de 100 000 personnes dans le monde. Un empire de l'humanitaire fondé par Falz Hassan Abed en 1972. Depuis, il aurait aidé à sortir près de 150 millions de personnes de la pauvreté. Quand j'ai commencé mon travail, près de 80% de la population du Bangladesh vivait en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons donc étendu notre programme à tout le pays. D'abord parce que c'était le seul moyen d'aider toutes les personnes que nous voulions aider. Ensuite parce que le gouvernement n'était pas capable de faire ce que nous souhaitions qu'il fasse. Il y a plus de 40 ans, M. Abed quittait son poste à la tête du département financier de la compagnie pétrolière Shell pour fonder la BRAC. Il dit avoir apporté à l'ONG bangladaise la culture d'entreprise, ce qui a été difficilement accepté. J'ai entendu beaucoup de critiques, comme quoi nous travaillions pour les pauvres, mais nous vivions dans des buildings de 20 étages. Mais du moment que nous répondons aux besoins des pauvres, nous travaillons pour les pauvres. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'obtenir des résultats, pas de savoir à quoi nous pouvions ressembler. Et les résultats sont là. En 1972, 80% de la population du Bangladesh vivait sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ils sont seulement 31%. La BRAC intervient dans tous les secteurs du développement économique et social. 38 000 écoles, des milliers de centres de santé, des conseillers juridiques et bancaires. BRAC assiste les plus pauvres là où les autorités les négligent. C'est aussi l'un des plus grands fournisseurs de microcrédits au monde. 1 kilo d'oignons, ça vous fera 20 taka. Pour ouvrir son magasin, Sena a pu souscrire 6 emprunts, des petites sommes, 100 à 200 $, à rembourser sur de courtes durées. Quand mon mari a perdu son travail, nous n'avions plus aucun moyen de gagner notre vie. Grâce à ce prêt de la BRAC, on a commencé à vendre du bois, mais ça a été un échec. Heureusement, nous avons pu emprunter à nouveau, et cela nous a permis d'ouvrir ce magasin. La BRAC est omniprésente dans les bidonvilles de Dhaka. Accueil rural, 50 000 habitants, l'ONG gère l'éducation et les soins sanitaires. Au Bangladesh, un tiers des accouchements se font encore à la maison. BRAC a donc ouvert 389 petites maternités, baptisées des cabanes de naissance, pour encourager les femmes du bidonville à accoucher dans des lieux plus sûrs, avec des sages-femmes expérimentées. Tu dois venir faire au moins 4 bilans. C'est difficile, mais essaye de faire de ton mieux. Les services de la BRAC sont fortement subventionnés, mais jamais gratuits. Des revenus qui permettent de financer à 80% les autres programmes de l'ONG. Ces femmes ne veulent pas se rendre dans les hôpitaux publics. Même s'ils sont gratuits, ils sont trop loin pour elles. Nous sommes près de chez elles et nous faisons payer 14 € par accouchement et 7 si elles sont vraiment pauvres. Mais certains dénoncent un État dans l'État. Le professeur Anou Mohamed s'inquiète de l'influence de la BRAC sur la microfinance et le gouvernement. C'est un phénomène nouveau, une ONG devenue entreprise, corporation, on peut même désormais dire un empire. La BRAC est très forte pour se tailler des parts de marché au sein des populations pauvres qui sont sous sa coupe. Ils sont également très efficaces dans leur aptitude à épauler l'État dans la mise en place de réformes néolibérales qui, en fin de compte, risquent de mettre en danger les plus pauvres. De retour au siège, une réunion informelle pour améliorer le fonctionnement de cette ONG gigantesque. Le programme appelé Innovation ADA tente d'impliquer tous les employés de la compagnie. Ces réunions sont vraiment informelles. Je vais dire quelques mots, mais je voudrais que tout le monde participe. Travailleurs sur le terrain, directeurs de programme, tout le monde participe à ces formations pour s'enrichir du travail des autres. Nous avons beaucoup grandi, mais 98% de nos employés sont sur le terrain et seulement 2% sont au siège. La décentralisation, la prise de décision, des initiatives comme le laboratoire d'innovation, c'est ce sur quoi nous travaillons pour rendre notre organisation la plus flexible possible. Rester souple tout en s'étendant à 12 autres pays. Aujourd'hui, l'empire de la BRAC représente 3% du PIB du Bangladesh.
Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.